Aux élections présidentielles de 1965, en plus des candidats de grand renom comme le général de Gaulle, François Mitterrand ou Jean Le Canuet, se trouve un personnage qui va susciter beaucoup de moqueries, le drômois Marcel Barbu. Et de fait, cet amateur en politique obtiendra 1,15% des suffrages. Mais Marcel Barbu méritait beaucoup mieux que des moqueries. C'était en effet un idéaliste qui avait réussi à mener à bien plusieurs de ses rêves, et parmi eux, ce que l'on appellera à Valence et dans sa région, la communauté de travail de Bois-Mondeau, c'est-à-dire des boîtiers de montres du Dauphiné. Là, le personnel de cette entreprise florissante va vivre dans des conditions toutes différentes de celles des autres salariés, au point qu'on viendra du monde entier examiner l'expérience. Je suis rentrée à Bois-Mondeau le 1er octobre 1950. Je suis rentrée à l'atelier, c'est-à-dire nettoyer les montres une fois qu'elles sortaient de la finition, du terminage lapidage. Elles étaient dégraissées et on les nettoyait avec des petits crochets et des brosses à dents avant de les chromer et de les plaquer. Alors on entrait d'abord stagiaire. Après, on était postulant et après compagnon au bout d'un certain temps. Donc, on passait devant le conseil général et on vous posait des questions et si on était apte, on devenait compagnon. Alors, qu'est-ce que c'était par exemple que le conseil général ? Eh bien, c'était des compagnons qui étaient chargés, si vous voulez, qui avaient ce titre, qui étaient chargés d'aider le chef de communauté dans ses décisions, dans la gestion de l'entreprise et dans les décisions. Le chef de communauté, est-ce que dans une entreprise courante, vous diriez que c'était le patron ? Oui, c'était le patron. Sauf que les compagnons avaient droit de regard. Et ça discutait ferme ? Ah oui, les assemblées de contact, en fin de semaine, chaque fin de semaine, il y avait une assemblée de contact où tout le monde était réuni et on parlait de la production de la semaine, des projets, etc. Et des fois, ça accrochait. Quand on avait un souci, enfin, je sais pas, moi, on le disait facilement, quoi. On n'était pas bloqué. Est-ce que là, à Bois-Mondeau, c'était un peu différent dans l'expression de l'autorité dans les ateliers ? Oui, elle était différente parce que je pense qu'on se fait confiance et qu'on a, si vous voulez, toujours envie de bien faire puisque c'est pour nous. En somme, on a plus conscience des choses, que les choses sont pour nous qu'ailleurs. C'est vrai qu'on avait des salaires très intéressants. Et ça, c'était parce que ça marchait bien. Parce que ça marchait bien, mais il y a eu les époques où ça marchait moins bien, où les salaires étaient bloqués. Et voilà, quoi. Et c'était accepté ? Eh bien, oui, bien sûr. Il y a eu des moments où on repeignait l'usine, où il n'y avait pas moins de travail, le salaire bloqué. Marcel Barbu est né en 1907 à Nanterre, dans une famille d'une grande pauvreté. Il devient très vite orphelin et est condamné à la débrouille pour trouver de quoi vivre. Ses débuts très difficiles dans la vie, joints à une foi forte, vont faire de lui un battant. Il se mariera 3 fois et aura 16 enfants. Malgré ses réussites, le sort lui sera souvent contraire. Quand il fait ses tournées pour pouvoir récolter quelques dons, il va régulièrement voir le prêtre de sa paroisse. Et c'est ce prêtre, un jour, lui, offre une Bible. Et c'est son premier livre, son livre de chevet. Il a 8-10 ans, et il va donc se passionner pour cette Bible, pour cette histoire qu'il va découvrir, et lui va découvrir. Et il va aller voir le prêtre et il dit « Je veux faire ma communion ». Et donc, tentation
d'une voie ecclésiastique. Oui et non. Oui et non. Alors, il faut savoir aussi c'est qu'il est passé, après la guerre, donc son père, il est abandonné par son père, donc il se retrouve chez la grand-mère et il est accueilli dans un orphelinat à Hélincourt. Et dans cet orphelinat religieux, c'est religieux, donc c'est avec tout ce qui va avec. Et c'est ensuite, suite à cet orphelinat, qu'il va au petit séminaire de Versailles. Voilà, donc c'est son parcours. Et c'est là qu'il découvre la religion. Mais il découvre la religion à travers plus une histoire humaine. Je dis ça parce que, par exemple, quand il dit quand j'ai vu Jésus crucifier les gens qui le lâchent et tout ça, là, ça l'a révolté. Il dit c'est pas possible que ça se soit passé comme ça. Et ça a été un peu sa première révolte. Il dit même, après dans ses mémoires, il dit même, si j'avais été là, ça ne se serait pas passé comme ça. Et je pense que c'est le début de son engagement dans la société. Et toujours, on trouvera des moments clés dans la vie de Marcel Barbu qui, effectivement, là c'était une révolte, là c'était une révolte, là c'était une révolte. Et on voit que c'est de révolte en révolte qui a construit Marcel Barbu. Et on va retrouver aussi la révolte quand il est aussi ouvrier. Il est adhérent à la CGT. Ben, vous savez, la CGT revendique, vous savez bien, comme tout syndicat, mais il se dit, mais vous avez fini de revendiquer, moi aussi je suis ouvrier, et je vais vous montrer que ce que vous revendiquez, on peut l'avoir. Et c'est à ce moment-là qu'il décide de se mettre à son compte et de créer sa première entreprise à Saint-Leu-la-Forêt. Est-ce qu'il veut devenir patron? Pas du tout. Il ne veut pas devenir un patron, comme vous dites, patron traditionnel. Pas du tout. Lui, il veut prouver qu'un ouvrier, au lieu de revendiquer, il peut faire. Il peut gagner sa liberté, puisqu'il veut être plus libre, gagner plus d'argent, il veut plus. Donc il peut, si l'ouvrier veut, il peut, en se retroussant les manches, il peut le gagner par lui-même. Cette entreprise sera à Besançon, et puis finalement, et c'est probablement là où elle a été la plus célèbre, elle sera dans la Drôme. Qu'est-ce qui amène cette entreprise à se promener, si je veux dire? Cette entreprise, elle fabrique des bijoux, elle fabrique aussi des boîtiers de montres à Saint-Leu-la-Forêt, première entreprise. Elle est remarquée par Fred Lippmann, donc les montres Lipp que tout le monde connaît. Remarque, et puis Fred Lippmann dit, je t'aide à te développer, et si tu viens à Besançon, je mets à ta disposition un certain nombre de moyens, et il crée donc cette deuxième entreprise. Il va fermer Saint-Leu-la-Forêt, et il crée cette deuxième entreprise à Besançon. Donc l'entreprise s'appelle la marque Le Bélier. On est dans les années 38-39. Il y a combien de salariés là-dedans? Alors à Besançon, une soixantaine à peu près, 50, 60. Ah, quand même! À terme, je veux dire ça. Barbu est l'inventeur du boîtier de montre étanche en France. Il a déposé des brevets. Là, ça lui fait quand même qu'il vend des montres de bonne qualité, il a un travail reconnu, des montres étanches, le seul fabricant de montres étanches en France, ce qui fait que ça lui ouvre un marché et une marge bénéficiaire importante, quoi. Donc, il vend bien ses boîtiers. C'est très important de montrer quand même que quand on fait du social, il faut en avoir les moyens aussi, quelque part. Et puis vient la guerre. Et voilà, il vient la guerre. Les Allemands arrivent en Besançon, ville ouverte. Il se passe 24 heures. Et la première action, c'est de nettoyer. Enfin, lui, avec ses ouvriers, il va et il dit, tiens, il y a des morts ici, et les morts, personne n'ose sortir de Besançon pour voir la situation. Les Allemands sont là, il y a des morts. Lui, il dit, il faut les enterrer dignement. Donc c'est sa première action. Et puis, les commerçants sont partis, les bourgeois sont partis de Besançon, ils sont tous partis dans le sud, et les gens commencent rapidement à avoir faim, et il va organiser le ravitaillement. Et quand Barbu organise quelque chose, ça déménage. Ça déménage à un tel point que quand les propriétaires des commerces reviennent à Besançon, quand les bourgeois reviennent à Besançon, ils se disent, mais quel est cet individu? Il a tout ouvert, et ils obtiennent qu'il soit expulsé de Besançon. Donc l'arrivée à Valence, ce n'est pas une arrivée volontaire, on le sait bien, c'est une expulsion parce que les gens n'ont pas accepté que Barbu, parce qu'il prenait aussi peut-être un peu trop de place. Hein. Alors, incidemment, Fred Lippmann est ici.
Et oui, parce que lui aussi il fuit Besançon. Oui, peut-être pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons. Il est juif, hein, donc il fuit Besançon et il se retrouve Marcel Barbu croise Fred à Lyon, à la gare de Lyon, ils se croisent, puis il dit ben voilà, moi j'ai rapatrié mon entreprise à Valence, si tu veux je t'aide aussi, refais ton entreprise à Valence, et comme ça tu auras les débouchés, moi je t'achète les boîtiers, et voilà. Et c'est ainsi qu'il arrive à Valence en 1941 et qui commence, il loue les locaux d'une ancienne vinaigrerie et c'est à partir de mi-41 qu'il commence cette nouvelle entreprise. Est-ce que ce qui va marquer Bois-Mondeau, c'est-à-dire ce caractère social idéaliste, si on peut dire, est-ce qu'on le trouvait déjà dans l'entreprise byzantine, et est-ce que lorsqu'il lance sa nouvelle entreprise à Valence, il y pense tout de suite? Oui, alors il y pense tout de suite, pour quelle raison? 36, je disais qu'il dit à ses ouvriers, j'ouvre l'entreprise, j'ouvre mes comptes, l'entreprise, elle est aussi à vous, c'est vous qui la construisez. 39 ou 40 à Besançon, 38-40, à Besançon, il dit, il met en place les conseillers d'atelier, les salaires sont affichés. Et quand il arrive à Valence, il dit au premier salarié qu'il embauche, il dit, moi je veux faire une autre entreprise, je veux faire une entreprise autrement. Et il parle. Au lieu de parler d'horlogerie, au lieu de parler de compétences professionnelles, il parle de son rêve, qu'il veut réaliser. Et il pense que c'est là qu'il peut le réaliser. Donc on n'embauche pas, il n'embauche pas des gens parce qu'ils sont de bons professionnels, il embauchera des gens parce qu'il saura l'écouter et ils voudront, avec lui, s'engager dans un processus d'un autre type d'entreprise. Mais en même temps, on se met dans la mentalité de l'époque, si je puis dire, les types doivent se dire ce type est un peu fada, parce que cette démarche est quand même à l'époque totalement originale. Oui, elle est originale, mais ne pas oublier quand même que c'est à l'époque où on pouvait rêver. On pouvait rêver parce qu'après la guerre, ça sera différent, n'est-ce pas? Tout le monde le sait qu'après la guerre. Donc si on préparait déjà maintenant après la guerre, donc si on pouvait rêver. Et là, c'est vrai que c'était ça, on pouvait rêver. Et comme l'entreprise se développe, il faut savoir qu'en 1941, une entreprise qui embauche, elle n'a pas des milliers et des cents, donc c'est déjà bien. Il est bien accueilli. Marcel Barbu qui veut créer des emplois, il s'est bien accueilli. Donc voilà. Et ben oui, après la guerre, le capitalisme, il sera mort, hein, on le pense. Hein. Et vous pensez que ce que vous pouvez savoir du personnel, d'une certaine manière, ils sont tous avec un rêve comme ça? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire, même à certains, ils sont un petit peu réticents. Certains sont réticents, il y en a qui accrochent, mais ceux qui sont réticents ne vont pas rester. Et il y aura quelques-uns qui vont accrocher. Il faut savoir aussi que dans une entreprise, si vous avez 10% de personnes, quelle que soit l'entreprise industrielle qui accrochent, le reste suit. Comment caractériser le fonctionnement de cette entreprise, de cette communauté, dans ce qui fait effectivement sa singularité sociale? En 1943, les compagnons et Marcel Barbu décident que ce sera une année d'expérience. Et ils vont rédiger leur réalisation dans une règle. Ils vont mettre, donc elle fait 112 pages, une règle de vie, une règle de vivre ensemble, une règle industrielle aussi, d'entreprise. Les chefs sont élus par le personnel, tous les chefs. Vous avez, par exemple, une chose qui est assez étonnante, c'est le salaire à la valeur humaine. C'est-à-dire, en plus de votre salaire technique, parce que vous êtes un bon technicien, on va vous mettre une note
supplémentaire par votre engagement social. Social dans l'entreprise, social dans la société. Donc à partir du moment où vous vous engagez en plus de votre travail, vous avez des points. Vous avez aussi le salaire, c'est comme à l'époque, les femmes doivent rester à la maison, c'est un petit peu ça. Et Marcel Barbu il tenait aussi. Et ben on va lui donner un salaire. Là. Si elle tient bien son ménage, si les enfants sont bien élevés, on va lui donner un salaire. Alors le salaire, c'est le mari qui va le toucher, mais ça va être une note supplémentaire. Et la femme, c'est-à-dire c'est la famille qui sera jugée et qui donnera des points supplémentaires et qui donc permettra un revenu supplémentaire. À mesure que l'occupation allemande se met en place, les relations se tendent avec les autorités de plus en plus soupçonneuses. Bientôt, la menace devient forte. Fin 1942, Marcel Barbu est arrêté. Il est interné à Fort Barreau, donc en Isère. Il y reste 2 mois. Ça le marque et il se dit, prenons quelques précautions. Et là, il va acheter une ferme à Combovin, ce qui va permettre aux gens de se cacher, ce qui va permettre aussi de subvenir à des besoins de ses ouvriers en plantant des pommes de terre, des carottes. Et ça va aussi permettre d'accueillir d'autres personnes qui fuient ou qui sont en danger. Cette ferme est vraiment un oasis qui est le trait d'union entre l'entreprise et le maquis. Il faut savoir aussi qu'à Combovin, c'est là où était mis en place plutôt la première école de cadres de la résistance à Combovin. Et les gens étaient accueillis par la communauté. Le maquis, c'est leur environnement. La guerre, c'est leur environnement. La France du moment, c'est leur environnement. Eux, dans cet environnement, ils veulent construire une autre société. Je me dis, en vous écoutant, faut que les gars aient eu une pensée extrêmement élaborée pour rentrer dans ce processus qui n'est pas banal quand même. Alors est-ce qu'ils recrutent parmi des gens qui ont eu déjà des expériences, peut-être des engagements, y compris des engagements politiques qui sont un peu particuliers, qui les prédisposent à cette manière de faire? Il est vrai que nous rencontrons plus de gens de gauche, je peux l'exprimer, que des gens de droite. Les chrétiens. Voilà. Et il faut savoir aussi c'est que Marcel Barbu savait savait quand même entraîner les gens. Et il savait, les confrontations, ça ne lui faisait pas peur. Il savait retourner la situation. Et voilà. Alors, va survenir l'aspect totalement conflictuel, et si j'ose dire plus que ça, qui est la confrontation avec les Allemands. Marcel Barbu a été pris peut-être pour un chef maquisard, peut-être pas, on ne sait pas, c'est pas clair, hein. Je veux vous dire, c'est pas clair on ne peut pas dire qu'il était un chef d'armée ou un chef de maquis, vraiment comme on l'entend quand on parle de la résistance. Ça n'a pas été le cas. Mais il n'a pas accepté de donner le nom de ses collaborateurs pour le service du travail obligatoire. Ça, c'est vis-à-vis du gouvernement de Vichy. Et donc en 1943, ils ont écrit une longue lettre donc au maréchal Pétain en leur disant on ne vous reconnaît pas comme notre chef, une grande lettre. Et ça, c'est assez rare parce que et qui est signé par les compagnons, dire voilà, on ne vous reconnaît pas, envoyer cette lettre au maréchal, faut le faire. Je veux dire, c'est quand même pas. Alors, c'est vrai aussi que par les autorités françaises, il était pris un peu pour un farfelu. Donc on lui pardonnait un certain nombre de choses. En 1944, l'entreprise est mise à sac par les Allemands, la maison de Marcel Barbu est incendiée. 1944 était une très mauvaise période pour Marcel Barbu, pour l'entreprise, mais ils ont su répondre parce qu'ils étaient solidaires. C'est l'avantage, c'est qu'en 2 ans, Marcel Barbu avait créé quand même un groupe solidaire. Ils ont, à travers Valence, ils ont créé des ateliers clandestins. Alors ici, la fabrication de boîtiers, là-bas le chromage, là-bas la compta, là-bas, chez des amis, ils ont pu recréer cette entreprise qui a comme ça,
on peut dire pendant presque pas 6 mois, mais 4 mois, a pu quand même continuer à vivre et à fabriquer des boîtiers. Et donc, à un moment donné, ceci va se terminer par la déportation de Marcel Barbu. Quand ça devient chaud pour Marcel Barbu, sa maison est incendiée, donc il faut qu'il se cache, et là, à partir du moment où il se cache, quittant Valence avec toute sa famille, il se réfugie chez un ami donc, à Paris, dans une association. Ils font une sortie, les Allemands font une sortie. Ils vont dans cette association et ils prennent tout le monde. Et il y avait Marcel Barbu, parce que Marcel Barbu logeait là-bas. Pas sa famille, mais lui. Il ne logeait pas avec sa famille, pour ne pas mettre sa famille. Donc, il logeait là-bas, donc il a été emmené. Alors après ça, Marcel Barbu, il n'est pas un inconnu. Hein. C'est pas un inconnu, même à Paris. Donc voilà. Et c'est comme ça qu'il part, donc, dans le dernier voyage partant de Compiègne, il part donc, pour Buchenwald. Mais il revient en 1945, mois de mai par là, je crois, 1945. Et à ce moment-là, il reprend contact avec son entreprise qui a redémarré, sous l'autorité de Marcel Mermoz, entre autres. Et toute son action va être pour faire reconnaître cette communauté au niveau légal. C'est pour ça qu'il s'est présenté à la députation. Il est donc élu député en 44-45. Et il va essayer il a déposé un projet de loi qui reconnaît cette communauté. La règle étant adoptée à l'Assemblée générale, en 1944, Marcel Barbu donne son entreprise à ses salariés. Des gens sont bien propriétaires et des salariés collectivement propriétaires, c'est-à-dire qu'il le donne à chaque individu. Il y a toute la liste des compagnons qui sont sur le papier au notaire, et à toute cette liste de compagnons, donc il donne bien à une communauté. Mais la communauté légalement n'existe pas. Et tout ce combat, jusqu'en 1946, ça va être de faire reconnaître ce côté de communauté. Et il n'y arrive pas. Voilà. Ce qui veut dire qu'en 1947, l'entreprise est obligée de chercher une reconnaissance juridique, et là, elle va se créer en SCOP, en Société Coopérative Ouvrière de Production. Nous sommes alors dans le temps où le Parti communiste, je ne vais pas dire à son apogée, mais enfin, il ne va pas... Si, hein. Et donc, qui doit regarder ce mouton à cinq pattes un peu de façon singulière, y compris, si j'ai bien compris, depuis l'intérieur. Alors, c'est vrai que Marcel Mermoz, c'est un communiste convaincu. Quand Marcel Barbu arrive dans son entreprise, il sent une différence. On ne parle plus le catholicisme, c'est plus ce qui est mis devant. On en devient à plus la production. Ce qui prime, c'est la production et non plus le sens. Pendant les années Mermoz, l'idée communiste va s'amplifier. Chaque fois qu'il y a un communiste licencié sur la place de Valence, il est embauché par Bandoudo. Donc, ce qui veut dire que le noyau communiste va grossir et va exister, puisqu'il y a une cellule du Parti communiste reconnue à Beaumondo. Quand je suis arrivée en 1950, Marcel Barbu s'en allait, et c'était Marcel Mermoz qui s'occupait à ce moment-là de l'entreprise. Voilà. On a dit qu'entre les deux hommes, ça ne se passait pas très bien, c'est vrai ? Là, je ne peux pas bien vous répondre parce que moi, je n'ai pas connu cette période. Je l'ai entendu dire. Et Marcel Mermoz, c'était quel genre d'homme ? C'était un communiste. Alors que Barbu, c'était plutôt un humaniste. Dans la vie de l'entreprise, la question politique, on parlait politique ? Il y avait des cellules, une cellule du Parti communiste, une ou deux, je ne sais pas, du Parti communiste, et il y avait des compagnons qui étaient dans ces cellules. Alors il y avait à la fois cette dimension technique, arriver à produire des montres quand même, et puis aussi il y avait une dimension sociale. Oui, bien sûr. Alors comment c'était la dimension sociale, c'était quoi ? On avait des cours,
on avait des heures disponibles pour assister à des cours qui étaient faits par des professeurs souvent du collège technique qui venaient. Alors il y avait des cours d'anglais, des cours de français, des cours de photo, des cours d'initiation à la musique et tout. Par exemple, vous avez suivi quel genre de cours? Alors je suis allée un petit peu à la photo. À ce moment-là, j'ai appris à développer des photos parce que c'était de l'argentique. J'ai appris à développer les photos. Je suis allée au cinéma, à la fonction du cinéma, au cours de cinéma, parce qu'après, on a ouvert un ciné-club. Où? À Valence? Ah oui, dans l'entreprise. Donc voilà, ciné-club propre à l'entreprise et après ciné-club inter-entreprise où des gens d'autres entreprises venaient. Il y avait des films souvent? On faisait une projection mensuelle. Il y avait du sport aussi, je crois. Alors le sport aussi, on avait 2 heures de sport sur le temps de travail qui était le mardi de 10h à midi. Alors il y avait le volley, il y avait le cross, il y avait le foot, il y avait beaucoup de... Voilà. On avait des conférences aussi. Sur, par exemple? Alors moi je me rappelle, monsieur le directeur, l'ex-directeur du Monde, monsieur Hubert Beuve-Méry, venir faire une conférence à Bois-Mondo. Il y a eu aussi à l'époque des artistes, on a eu des gens du théâtre Grenier qui sont venus faire des stages. Catherine Sauvage, qui n'était pas connue à l'époque, est venue faire un stage. C'est vrai, toute cette formation qu'on a eue en dehors de nos heures de travail nous a permis de nous épanouir. Hein. Il y avait aussi la lecture, je crois qu'on oui, encourageait la lecture. Voilà, il y avait. Alors, on avait ce qu'on appelle une fiche sociale. C'est-à-dire que chaque mois, quand on allait, par exemple, à Connaissance du Monde, quand on allait voir un film très intéressant, quand on avait lu des livres, on le notait. On avait un nombre de points qui nous faisait donner un plus en salaire. Mais alors, donc, vous me disiez tout à l'heure, on vous prenait un peu pour des communistes. Ah oui, oui, on était un peu... C'était une usine communiste. Mais alors, c'était un peu des fois méchant, les allusions qu'on faisait à vous, ou c'était, si j'ose dire, à la blague? Il y avait un peu des deux, un peu des deux. C'est un excellent souvenir parce que on se forme, et on apprend des choses, on s'améliore tout le temps et je pense que c'est une entreprise qui m'a permis de faire encore plus que je n'aurais fait, qui m'a permis de m'ouvrir, de prendre des décisions et tout, voyez-vous. Alors, il y a ceux qui sont pro-barbus, ceux de la première heure, on peut dire, ceux qui ont construit la règle, ceux qui étaient là dans les moments difficiles. Ceux-là, ils ont beaucoup regretté le départ de Marcel Barbu. Beaucoup regretté, mais Marcel Barbu ne leur a pas demandé leur avis. Il est parti en 47. 46, 47. Donc, son idée, c'était pour reconstruire une autre communauté, c'est la cité qu'il a voulu construire sur Valence, une cité communautaire qui regroupe plusieurs communautés, et c'est de reconstruire ce qu'il avait fait en 43. Mais il avait oublié une chose, c'est qu'on était en 47-48 et qu'on ne pouvait pas refaire rêver les gens comme on pouvait le faire en 43. On ne pouvait pas, quand le capitalisme redressait la tête, là, donc les gens n'étaient pas si mal finalement, le capitalisme, donc on ne pouvait pas faire travailler les gens comme on faisait, et c'était des gens nouveaux, et ça n'a pas bien mordu. Avant de partir dans la région parisienne, et, si j'ai bien compris, de basculer sur des questions relatives au logement social. Alors, le logement social, évidemment, son idée vient quand même d'avant. Puisqu'en 1948, il a déposé les statuts du foyer dauphinois. Alors, le foyer dauphinois, il existe encore. Habitation à bon marché à l'époque. Et là, il avait l'idée de construire des appartements, des logements.
quand en 54, il est à Sannois à ce moment-là, il remonte à Sannois, donc le pays de son épouse, et il entend l'abbé Pierre, février 54. Alors l'abbé Pierre, pour lui, c'est pas un inconnu, puisqu'ils étaient débutés ensemble. Et il va déjà occuper des baraquements qui n'étaient pas utilisés et qu'il y avait des gens qui demandaient des logements, donc il va faire l'occupation, il va rénover ces baraquements, il va les obtenir, et après ça, il va construire. On ne sait pas exactement le nombre de logements qu'il a construits, et souvent c'était des petites maisons, entre 3000 et 4000, ça dépend des chiffres, ce n'est pas mal, et c'est tout sous les coopératives d'habitation, et les gens sont devenus propriétaires. Et les logements étaient 30% moins chers. Chaque lotissement, c'était une coopérative d'habitation. Il y avait des bulletins, il y avait des réunions, il y avait des assemblées générales, il y avait cette vie. Tout ce que vous êtes en train de nous dire là, c'est connu, il y a des articles dans les journaux, enfin comment ça se passe? Par exemple, Bois-Mondeau, dans les premières années, on peut dire les 10 premières années, il y avait des cars qui venaient visiter Bois-Mondeau. Il y avait des cars. Mais à un moment donné, il a fallu même limiter, que ce soit que les vendredis, que les gens visitent. Donc les gens, et vous avez des articles en russe, en allemand, en Belgique, au Canada, vous avez des articles dans tous ces pays qui parlent de l'expérience de Bois-Mondeau. Mais qu'est-ce qui lui a pris de se présenter à la présidentielle de 1965? Oh, mais ça, c'est une histoire qui est très simple. Je crois que c'est Taverny, mais je ne suis plus du tout une commune. Donc le maire est communiste. Ils ont un grand terrain. Ils ont commencé, ils veulent construire ce grand terrain. La commune s'y oppose. Alors, je me présente aux élections et je dénonce à toute la France que ce maire ne veut pas me donner l'autorisation. Le lendemain qu'il s'est présenté aux élections, qui s'est déposé son nom, le lendemain, il a l'autorisation de la mairie pour pouvoir construire. C'est donc parti sur une anecdote complète. Et vous savez, il fallait 100 signatures à l'époque, de maire, au début. Il l'a eu en 10 jours. La communauté de Bois-Mondeau ferme en 1971 en raison de sérieuses difficultés financières. Marcel Barbu meurt à l'âge de 77 ans en 1984. Lui qui a tant construit de logements, peut-être 4000, n'en a pas un seul pour lui-même. Très injustement, on ne se souviendra de lui que pour sa candidature ratée aux élections présidentielles de 1965.